Maintenant, Émilie Lermite va nous donner un autre aspect de ce facteur de risque. Émilie est professeure à Angers, au CHU d'Angers, et elle a participé à beaucoup de travaux sur ces problèmes d'infection. Et nous allons avoir un autre panorama maintenant. Et je pense que les deux visions pourront être synthétisées, on pourrait dire, pour avoir une vision globale des facteurs de risque. Et peut-être, pourquoi pas, un jour avoir un score prédictif significatif pour justement étayer les décisions préopératoires. Je vous passe la parole, Émilie. Merci, Monsieur Bayet. Merci à l'Académie de chirurgie pour cette invitation. Alors, partager. Est-ce que c'est bon? Parfait. Vous me voyez? Parfait. Super. Donc, moi, mon topo était plus sur comment diminuer le risque infectieux en péropératoire. Donc, je me suis plutôt axée sur les choix que peut faire le chirurgien pour essayer de diminuer le taux d'ISO. C'était une diapositive de rappel, mais je pense que vous l'avez vu la semaine dernière. En fait, quand on parle d'information aux patients, quand on sait que c'est la première complication chirurgicale, moi, je pense que dès la consultation avec le patient, il faut parler du risque d'infection de site opératoire, ce d'autant plus que c'est la deuxième cause d'infection liée aux soins. Alors, j'ai mis 20%, mais je crois que c'était plus aux alentours de 16% dans les relevés de 2017. Et ce, quels que soient les domaines d'intervention chirurgicale, que ce soit en chirurgie digestive, orthopédique, gynécologique. Ça contribue à une prolongation du séjour hospitalier, à la morbidité, à la mortalité, et évidemment, ça a un coût. On l'a vu sur la présentation de Niki, bien entendu, le bloc opératoire n'est pas le seul en cause. Il y a de nombreux facteurs. Il y a des facteurs qui sont liés aux patients, il y a des facteurs qui sont liés à l'environnement. Et même au bloc opératoire, il n'y a pas que le chirurgien, enfin, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en compte. Cette diapositive, c'était la conclusion du premier chapitre, du deuxième chapitre du rapport de l'AFC qui a été publié l'année dernière. Et c'était la conclusion rédigée par le docteur Tadevin et Madame Miliani que je remercie. Et ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue au début de Karim Slim, qui disait qu'il faut aller sur le terrain. Et je pense qu'il est aussi important pour le chirurgien d'avoir connaissance de ces ISO, d'avoir une connaissance des facteurs de risque des ISO, parce que lui peut moduler en fait son risque d'infection par sa capacité à modifier certains facteurs de risque, comme ses pratiques, comme l'état antérieur du patient, la technique chirurgicale, la durée de l'intervention, etc. Et donc, je voudrais revenir un peu plus sur ces possibilités de modification. Alors, je déborde un peu du péropératoire en mettant une diapositive sur le choix que peut faire le chirurgien vis-à-vis de son patient, du mode d'hospitalisation, du parcours patient et notamment les choix de la réhabilitation précoce et de l'ambulatoire. Alors, il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'évidence base médecine qui ont mis en évidence une diminution du taux d'infection de site opératoire lorsque on compare la RAC avec la prise en charge conventionnelle ou quand on compare la prise en charge en ambulatoire ou en hospitalisation conventionnelle.
mais c'est plus quelque chose d'intuitif parce qu'il y a une diminution de la mise en place de drains, une meilleure nutrition, on sélectionne les patients, une durée d'hospitalisation plus courte. Donc, même si on n'a pas mis en évidence de diminution de taux d'ISO chez les patients pris en charge de cette manière, je pense qu'on améliore quand même les conditions de prise en charge et qu'on peut diminuer le taux d'infection. Le deuxième point, qui est un peu du préopératoire, c'est le choix de la technique et notamment choisir sa technique opératoire et choisir la voie mini-invasive. Alors là, c'est une étude, c'est une méta-analyse colombienne de 2013 qui porte sur 72, je ne sais pas si vous voyez ma flèche bouger, 72 études randomisées, 8000 patients, 4000 patients dans chaque bras. Et cette méta-analyse montrait qu'il y avait moins d'infections de sites opératoires superficiels dans le groupe laparoscopie versus le groupe laparotomie, 3,6 versus 7,8%, mais qu'on ne retrouvait pas de différence significative en ce qui concerne les infections profondes. Et en fait, c'était essentiellement dû à des études sur l'appendicectomie en urgence qui montraient qu'il y avait pas moins d'infections profondes, voire même un peu plus d'infections profondes dans le groupe laparoscopie. Un des points fondamentaux, et ça fait partie des recommandations de la SFAR de 2018, c'est de lutter contre l'hypothermie, parce qu'on sait qu'elle favorise en général toutes les complications, qu'elles soient infectieuses, hémorragiques, cardiaques, que cette hypothermie peut être favorisée par les drogues anesthésiques et la durée de l'intervention chirurgicale. Et j'ai encadré un des moyens que le chirurgien peut avoir pour lutter, et notamment dans des interventions qui sont longues, avec des grandes laparotomies, c'est de bien penser à réchauffer les liquides d'irrigation et de lavage notamment en chirurgie digestive, la cavité abdominale, afin d'essayer de maintenir une température corporelle qui doit être supérieure ou égale à 36,5 degrés selon les recommandations de la SFAR. J'avais fait 2 diapositives, alors ça va recouper un peu ce qui avait été dit précédemment sur la détertion. Ça, c'était une méta-analyse de 2015, méta-analyse française, puisqu'il y a encore une fois que les équipes françaises qui parlent de détertion. Méta-analyse qui regroupait 7 études, 3 études sur le tableau de gauche regroupant environ 500 patients qui comparaient les taux d'ISOF avec ou sans détertion, et 4 études qui comparaient la culture bactériologique cutanée sans et avec détertion. Et en fait, il n'y avait pas de différences significatives retrouvées dans cette méta-analyse. Et donc, la conclusion des auteurs, c'est qu'il n'y avait pas besoin de détertion du site opératoire si la peau était macroscopiquement propre et ou si les patients avaient eu une douche préopératoire. Le badigeon, la même chose, je ne vais pas y revenir. Moi, j'avais sorti une méta-analyse voilà, des Pays-Bas, puisqu'ils étaient les recommandations suite à la publication de 2010, les recommandations aux Pays-Bas étaient de préférer la chlorhexidine, mais ils notaient que eux, c'était ce qui avait été utilisé, c'était la chlorhexidine à 2% qu'ils n'utilisent pas et de la povidone aqueuse. Donc, ils voulaient comparer la bétadine alcoolique.
à de la chlorhexidine à 0,5%, qui est celle qui est utilisée chez eux. Et il n'y avait pas de différence significative. Donc, ça retrouve nos recommandations, enfin, à l'exception de la SFCD actuelle, qu'il faut utiliser une solution alcoolique et non aqueuse. Voilà, après, peu importe la chlorhexidine ou la bétadine. En ce qui concerne le choix du matériel, on s'était intéressé aux champs opératoires. Alors, pas les champs collés qui feront l'objet de la communication suivante, mais les champs opératoires pour savoir s'il y avait une différence entre les champs à usage unique et les champs tissés qui étaient utilisés auparavant. Donc, c'était une méta-analyse de l'OMS de 5 études comprenant un peu plus de 6000 patients. Et il n'y avait pas de différence en termes d'ISO, qu'on utilise un champage à usage unique ou des champs tissés, et qu'après, c'était une politique d'établissement en termes d'écologie, de coûts, de stérilisation, etc. Un autre point, c'est l'utilisation des fils de suture plus ou moins imprégnés d'agents antimicrobiens. Alors, j'ai relevé que l'utilisation, il n'y a qu'un laboratoire qui propose ces fils en France, hein, c'est Eticon, avec ce qu'ils appellent, donc ce ne sont que des fils résorbables, qui soient tressés ou monobras. Donc, c'est sous l'appellation Vicryl plus, PDS plus ou Monocryl plus. Et donc, c'est une méta-analyse qui est parue en 2017 d'un certain nombre d'études, alors qui ne comportent pas que de la chirurgie digestive, il y a de la neurochirurgie, la chirurgie gynécologique, et qui retrouvait un petit bénéfice selon certaines catégories enfin, types de chirurgie, et notamment en chirurgie propre contaminée, à l'utilisation de ces fils imprégnés d'antibiotiques. Et donc, du coup, l'OMS, dans ses recommandations de 2018, suggérait qu'il pourrait y avoir un petit effet à l'utilisation pour certains types de chirurgie, tout comme les recommandations anglaises. En fait, le problème de cette méta-analyse et de ces différentes études, c'est que les fils qui sont comparés entre eux ne sont pas toujours les mêmes. Il y a différentes couches qui sont testées. Est-ce que c'est l'aponévrose, la sous-peau, la peau, etc. Ça n'a pas été, ou ça a été comparé parfois à des sutures non résorbables. Et les auteurs s'interrogeaient sur l'impact de ces fils imprégnés d'antiseptiques, de triclosan, sur l'écologie bactérienne. La chose à savoir, c'est que le triclosan en fait, est énormément utilisé dans les produits sanitaires courants, le savon, le dentifrice. Et donc, en fait, cet impact sur l'écologie bactérienne au regard de tous les produits dans lesquels il est mis serait assez faible. Alors là, c'est ce que j'ai qualifié de gris-gris, parce que je n'ai pas retrouvé de recommandations. C'est toujours un petit peu compliqué de sortir chaque geste en lui-même. C'est souvent une intrication de plusieurs gestes que j'ai qualifiés. Donc, c'est les changements d'instruments, les changements de gants. Et donc, j'ai retrouvé une étude canadienne de 2015 qui a mis en place en fait des protocoles de réhabilitation améliorés, et à partir de 2014, donc c'est une étude de 2012 à 2016 et à 2015, et à partir de 2014, dans leur protocole de réhabilitation améliorée, ils ont mis en place un
pack de fermeture, enfin un protocole de fermeture qui implique un changement de champ opératoire, un changement de gants, une irrigation de la plaie, un changement d'instrument. Et ils ont étudié le taux d'ISOF chez les patients avant cette mise en place de protocole de fermeture et après la mise en place de ce protocole. Ils n'ont pas trouvé de différence significative avant et après la mise en place de ce protocole de changement d'instruments, de gants, d'irrigation de la plaie, etc. La même chose, c'est souvent en chirurgie colorectale où ça c'est une étude de 2012 qui comparait pareil les habitudes de service, c'est-à-dire qu'ils changeaient d'instrument, de gants et ils recollaient des nouveaux champs sur les anciens à ce qu'ils considéraient comme une nouvelle intervention, c'est-à-dire que en plus de changer d'instrument, de gants, le chirurgien allait se relaver les mains, on rebadigeonnait et on rechampait. Et ben, il n'y avait pas de différence significative dans le fait de reconsidérer la fermeture comme une nouvelle opération avec rebadigeonnage, rechampage et relavage de mains. Un peu plus spécifiquement sur l'irrigation de la plaie, c'est les méta-analyses de l'OMS et les recommandations de l'OMS qui ne retrouvaient pas de différence entre l'irrigation au sérum salé de la plaie avant fermeture versus pas d'irrigation, où on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une action mécanique en fait, de détertion par l'irrigation au sérum salé. En revanche, il y aurait un petit bénéfice à l'irrigation de la plaie avant fermeture, à une solution antiseptique. Donc là, la plus étudiée, c'était la bétadine diluée avant fermeture. Donc ça pourrait avoir un intérêt dans certains types de chirurgie. Enfin, en ce qui concerne la fermeture de la paroi, est-ce qu'il y a un impact sur le type de fermeture et notamment ce qui a été le plus étudié, c'est les agrafes versus suture par fil. Donc, c'est une revue qui est parue l'année dernière de 42 études randomisées, mais sur une période très très longue, 11 000 patients, différents types de chirurgie, de la chirurgie gynécologique, orthopédique, vasculaire et digestive. Et en fait, aucune n'a pu mettre en évidence de différence sur le fait de fermer avec des fils. Alors, sachant qu'il y a différents types de fils qui ont été utilisés, différentes méthodes de fermeture, points séparés, surgie intradermique, points sous-cutanés, et qu'en fait, la discussion se porte plus sur le gain de temps pour les agrafes versus l'aspect cosmétique et la douleur engendrée par le retrait des agrafes. Ça, c'est mon avant-dernière diapositive. C'était sur la synthèse du rapport de l'AFC qu'on avait publié l'année dernière sur les différentes recommandations sur les mesures spécifiques péropératoires qu'on avait étudiées. Donc, je ne parle pas des champs à inciser, des champs à anneaux, puisque je pense que ça fera l'objet des présentations après. Donc, ce qu'on avait retenu, c'est une possible efficacité sur les fils imprégnés d'antibiotiques, mais les conditions d'utilisation étaient très vagues et très floues, donc restaient à préciser. Le changement d'instrument, c'est intuitif, mais là encore, il n'y a pas d'études randomisées, mais évidemment, si macroscopiquement sale. L'irrigation de la plaie pourrait avoir une efficacité lorsqu'on utilise de la bétadine diluée.
Et sur le type de fermeture de parois, là encore, pas de différence entre les agrafes et les fils. La conclusion de ça, ça reprenait un petit peu les conclusions de notre rapport de l'AFC et puis qui a été revu là avec l'étude de Mylan. C'est qu'en fait, les chirurgiens ont une profonde méconnaissance des ISO et ont des pratiques qui ne sont pas toujours en adéquation avec les recommandations, d'où l'intérêt d'un relevé, d'un retour entre eux et d'un travail collaboratif entre les chirurgiens et les hygiénistes pour essayer de diminuer ce taux de complications. Je vous remercie. Merci, Émilie. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'aurais une remarque, si tu me le permets. C'est pour insister sur la place de la réhabilitation améliorée qui diminue les infections du site opératoire. C'est-à-dire, au-delà de la diminution de la morbidité, le principal résultat, c'est la diminution notamment des ISO. Et il faut 70% d'implémentation des éléments ou des mesures de la RAC pour obtenir ce résultat. Donc, on a un moyen d'améliorer les suites opératoires, notamment en termes d'ISO, qui est le principal résultat de la RAC. Est-ce que vous partagez cette remarque? Ben moi, je n'ai pas retrouvé, sur l'évidence, je veux bien les rapports, Alors, mais on voit une tendance. C'est une méta-analyse de Grant qui a été publiée dans Annals of Surgery il y a 2 ans, je crois. D'accord. Méta-analyse sur les ISO dans le cadre de la RAC, et il montre que la RAC diminue de manière significative les ISO. Bah, intuitivement, voilà, on évite les drains, on essaie de diminuer les durées opératoires, les durées d'hospitalisation, on s'attache à… La cellio, l'amélioration de l'immunodépression périopératoire, tout ça. On mobilise les gens, c'est intuitif, voilà. Et tu as la confirmation. Je peux t'envoyer les papiers. Je veux bien. Oui, je vous remercie beaucoup pour votre topo sur les gris-gris, là. Parce que, effectivement, moi, je suis très frappé par le gâchis, enfin, la quantité de déchets qui sortent de nos salles d'opération. Et je trouve que, on va d'ailleurs faire une session consacrée au bilan carbone de la chirurgie, puisque ce sont des sujets qui commencent à être vraiment intéressants et on ne voit pas très bien pourquoi les chirurgiens seraient hors du coup. Et c'est vrai que ces gris-gris, c'est un peu comme la bétadine non alcoolique, etc. C'est comme ça, c'est culturel. On a toujours changé de gants. Moi, j'ai une aide opératoire qui passe son temps à changer ses gants, alors que je passe mon temps à lui dire que ça ne sert à rien. Enfin, je schématise un peu. Et ça, c'est quand même des notions qui méritent, là encore, d'être vraiment diffusées, parce que ces habitudes culturelles qui ne correspondent pas à des vérités scientifiques sont vraiment très importantes et ça pose le problème de la quantité de déchets qu'on produit. Et donc, c'est peut-être par ce biais-là, d'ailleurs, qu'on changera dans nos pratiques. Merci. Hubert, pour rebondir sur ce que tu dis, je t'annonce qu'avec Pesso, Patrick, nous avons créé un collectif qui s'appelle le collectif d'éco-responsabilité en santé, avec comme président un chirurgien, comme secrétaire général un chirurgien, pour amener les collègues à améliorer leur comportement bloc opératoire et être éco-responsable. Le collectif s'appelle CERES et il fera l'objet d'une session au niveau de l'AFC. Donc, nous sommes au début, nous allons faire un site internet, etc. Ça, c'est une petite info par rapport au gaspillage et aux déchets. Oui, mais je crois que c'est une excellente initiative que vous avez prise et que les mauvaises pratiques dans le cadre de la prévention des ISO rentrent également dans ces préoccupations-là. C'est un bon exemple. Je voudrais apporter une petite information en relation avec les enquêtes sur les ISO. Vous savez que jusqu'à maintenant, l'enquête nationale était le réseau ISO-Raisin et que la disparition de la structure de l'ISO-Raisin
a pris le relais maintenant au CPAS Île-de-France avec le SPICNI en question, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et le débat porte actuellement sur le recueil des données et la surveillance des patients. La surveillance des patients, qui était finalement le point noir un peu de cette enquête, puisqu'il y avait relativement un trop grand nombre de perdus de vue à J30 et qu'on avait un recueil qui n'était pas très satisfaisant. Donc là maintenant, il va y avoir un moyen qui va être mis entre les mains des patients eux-mêmes et qui pourront être en relation avec les équipes de façon à enregistrer les moindres manifestations d'ISO et aboutir à un recueil aussi proche de l'exhaustivité que possible. Voilà, donc ça va se faire. C'est en discussion en ce moment, c'est dans les tuyaux.